Aujourd'hui, on est là pour parler effectivement un petit peu du régime IFICI. Vous allez comprendre et à la fin de la session, ça sera beaucoup plus clair pour tous à quoi ça correspond. Mais avant de vous parler des avantages fiscaux du Portugal et de ce type de choses qui sont très intéressantes pour vous, autant dans le présent comme l'avenir, je voulais vous parler un petit peu de moi également pour me présenter. Donc, je suis Virginia Moreira, responsable de l'équipe de gestion de clients chez Jungle. Jungle, c'est une solution de la Team France Export qui propose des services de comptabilité, fiscalité, conseil et payroll. On a la particularité, c'est pour ça qu'on est beaucoup sur le marché francophone, d'avoir un ancien associé qui était français. Et donc, toute l'activité s'est développée au niveau du marché francophone. On a 90% de nos clients, effectivement, qui sont des gérants ou des associés qui ont des sociétés au Portugal, mais qui sont français ou de pays francophones. Donc, pour vous résumer un petit peu la chose, on propose un accompagnement comptable, fiscal et payroll, mais avec une organisation spéciale. Donc, au-delà du bureau et du cabinet de comptabilité, on a un service sur mesure et francophone et des experts qualifiés qui vous accompagnent au quotidien. Donc, au-delà de garantir que toutes les obligations de la société sont OK au niveau déclaratif, il y a un interlocuteur au quotidien pour vous accompagner dans toute la gestion et les prises de décision de votre société, pour vous donner un petit peu plus de visibilité, puisque effectivement les gérants et la direction des entreprises veulent beaucoup plus que garantir la conformité légale et fiscale. Il faut également être sûr de comprendre les chiffres et d'être en mesure de prendre des décisions. Donc des fois les langues et le fait qu'au Portugal les codes et les règles ne soient pas les mêmes peut être un obstacle. Donc on est là pour vous accompagner et simplifier tout ça. Donc, pour vous donner une idée, c'est une société récente. On a 5 ans d'existence. On est 19 collaborateurs actuellement. On a une dizaine de partenaires stratégiques. Donc, si on n'a pas les réponses à vos questions, puisqu'elles sont plus dans le droit, dans l'immobilier ou autre, on a des partenaires également pour vous accompagner. Et donc, au milieu de tous nos clients, on accompagne plusieurs secteurs d'activité. C'est important à savoir, autant dans la restauration comme dans le e-commerce, l'IT, tout type de secteur d'activité à partir du moment où la société est bien sûr installée au Portugal, puisque c'est sur ces règles-là que nous nous basons et que nous travaillons au quotidien. Donc voilà, relativement à moi, c'est à peu près ça. Moi, il y a Jungle. Donc maintenant, on va parler un petit peu du IFICI. IFICI, comme disait Rachel, est très bien, c'est ce qu'on appelle actuellement le RNH 2.0, pas parce que ça soit la même chose, mais c'est pour que ça soit plus simple à comprendre, puisqu'en réalité, les avantages fiscaux et les modalités de fonctionnement se ressemblent beaucoup. Donc, le RNH, qui était le statut des résidents non habituels de ces dernières années, a changé progressivement, puisque les objectifs du gouvernement également ont changé au Portugal. Au début, l'idée, c'était vraiment de recevoir tout type de personnes qui voulaient s'installer localement, les étrangers, les retraités, investisseurs. Et donc, il y avait des avantages fiscaux qui touchaient un petit peu à tout le monde. Et progressivement, ça s'est affiné, puisque effectivement, actuellement, la direction, c'est plutôt de recevoir des professionnels de professions à valeur ajoutée, ouvrir des postes d'emploi et dynamiser l'économie. Donc, possibilité effectivement l'évolution et la création d'emplois au Portugal. Et donc, pour ça, il y a des nouveaux régimes, des nouveaux outils, on va dire, fiscaux, qui donnent des avantages aux particuliers. Donc, dans ce cas-là, je vais vous montrer un petit peu de quoi on parle. Les conditions d'accès à ce régime, en fait, c'est pour les personnes, pour les particuliers, personnes physiques, et non pour les sociétés. C'est clairement un avantage sur les salaires des personnes physiques. Donc, les sociétés, l'avantage qu'ils ont relativement à ça, c'est qu'ils peuvent être plus compétitifs parce que le fait de pouvoir possibiliter ce type d'avantage à ses salariés est effectivement un facteur qui peut être intéressant pour les sociétés qui recrutent au Portugal. Mais donc, ça doit être une personne qui s'installe au Portugal, qui n'a pas été résidente au cours des 5 dernières années, et bien sûr, qui devient résident sur le territoire portugais. Donc, quelqu'un qui déménage, comme certains d'entre vous, qui y pensent, et qui change son adresse fiscale vers le Portugal. Donc, au-delà de ce changement et de ce déménagement qui est formalisé, il faut exercer des activités qui sont considérées relevantes pour l'État. Donc, il y a toute une liste. Je peux vous montrer un petit peu pour vous donner une idée. Les sociétés doivent travailler dans les secteurs suivants, donc dans l'industrie extractive, manufacturière, dans la construction, hébergement, activités d'information et communication, donc tout ce qui est lié à l'IT aussi, activités financières. Donc toute cette liste, la société doit être dans ces secteurs d'activité-là.
Et le collaborateur en soi, il doit bien sûr exercer une des fonctions de valeur ajoutée, donc doit avoir sur sa fiche de paye un des postes suivants, directeur général, spécialiste, etc., en dépendant du domaine et de l'activité de laquelle on parle. Donc, toutes les personnes qui n'étaient pas résidents les 5 dernières années, qui déménagent et qui travaillent dans ce secteur-là avec ces fonctions, c'est plutôt spécifique, mais il y a beaucoup d'activités éligibles, donc pensez pas que c'est très très particulier, spécifique. Les secteurs sont spécifiques, mais à l'intérieur de chacun de ces secteurs, il y a beaucoup de possibilités. Par exemple, dans l'IT, il y a les consultants, il y a les programmateurs, les gérants de sociétés, par exemple, qui dans l'ancien FICI n'étaient pas éligibles. Ici, oui, puisque comme l'objectif, c'est effectivement de créer de l'emploi, d'ouvrir des sociétés et de booster un petit peu l'attractivité du pays pour ces secteurs-là, les gérants de sociétés qui travaillent dans ces domaines sont également éligibles. Donc, n'hésitez pas, si vous ne voyez pas directement ici quelque chose qui match, à nous dire, on regarde plus en détail dans les codes d'activité économique pour voir si vous êtes potentiellement éligible ou pas. Donc, les personnes qui occupent ces fonctions dans ce type d'entreprise bénéficient d'un taux spécial de 20%. C'est là où je dis que ça ressemble à l'ancien RNH, puisque le taux au Portugal le taux d'IRS de 13 à 48, en dépendant de combien vous gagnez, bien sûr, de votre foyer fiscal, etc. Et pour les personnes qui sont éligibles à ces statuts, le taux est maximum de 20% sur le revenu de vos salaires et tout type d'exercice de cette fonction, bien sûr, au Portugal. Si quelqu'un, imaginons, vous déménagez, vous travaillez dans ce secteur, mais d'ici demain, vous avez d'autres activités ou complémentaires ou vous avez changé de vie, ça ne veut pas dire que vous seriez éligible, puisque ce statut s'applique pour les revenus de cette activité-là. Il faut faire attention à ça. Au-delà des salaires, il y a un autre avantage, c'est qu'il y a une exonération des revenus de sources étrangères. Tout type de revenus, sauf les pensions. Et ça, c'est une nouveauté, parce que les anciens RNH, par exemple, sur les revenus locatifs, sur les plus-values, sur les dividendes, il y avait des particularités où il fallait analyser les conventions pour comprendre où est-ce que vous payez des impôts. Alors qu'ici, c'est clair, c'est déjà défini dans le régime. Tous les revenus perçus de sources étrangères pour un résident portugais qui a le IFICI ne sera pas imposé au Portugal, sauf si c'est bien sûr des pensions. Par contre, il faut faire attention, même si vous lisez tout ça et vous disiez parfait, c'est exactement moi, je travaille dans la tige, par exemple, je suis directeur, je viens de déménager au Portugal, c'est pas automatique. Donc, il faut faire une inscription. Et l'inscription pour faire la demande, on va dire, et que ça soit validé auprès des finances portugaises, c'est toujours jusqu'au janvier de l'année qui suit votre déménagement. Donc, par exemple, quelqu'un qui déménage maintenant en 2025, il aura jusqu'au 31 janvier 2026 pour s'inscrire et solliciter le régime. Donc, pour le solliciter, bien sûr, il devra déjà avoir son adresse fiscale changée vers le Portugal et le contrat de travail dans le domaine spécifique pour être sûr que vous allez avoir le régime. Si, imaginons, ça, il faut vraiment faire attention au délai, vous déménagez en décembre, c'est pareil, vous aurez jusqu'à janvier. Donc, toujours faire attention à ces sujets-là parce qu'effectivement, après, on peut faire la demande rétroactive en réalité, mais le mieux, c'est toujours d'être dans les délais et de faire les demandes pour garantir que tout passe. Pour ceux qui ne sont pas éligibles au IFICI, donc je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le régime normal au Portugal et vous parler de deux autres possibilités d'avantages fiscaux. Et pourquoi je vous dis deux autres possibilités, c'est parce que ces régimes ne sont pas cumulables. Quelqu'un qui a le RNH ne pourra pas avoir d'autres avantages et les autres avantages, si la personne en profite déjà, pareil, ne pourra pas s'inscrire au RNH. Donc il faut vraiment analyser au vu de votre situation spécifique qu'est-ce qui est le plus avantageux et qui vous permet d'optimiser au maximum et réduire la charge fiscale lors d'un déménagement au Portugal. Donc, pour vous résumer la chose, d'abord, j'ai ici un petit tableau qui explique pour le RNH, donc l'ancien, pour le nouveau IFICI et le régime normal, comment ça fonctionne dans chacun des cas. Donc, les salaires perçus au Portugal pour un ancien RNH ou IFICI dans les secteurs d'activité spécifiques, c'est maximum 20%. Des salaires qui viennent de l'étranger, si vous payez des impôts localement, vous ne payerez rien au Portugal, mais attention, on revient au même, ce n'est pas automatique. Donc, lors de la déclaration de revenus annuelle, un résident portugais a toujours l'obligation de déclarer ses revenus mondiaux ici.
Donc, ce qu'il faudra faire, c'est regarder les conventions et bien déclarer dans votre déclaration de revenus au Portugal tous les impôts que vous avez déjà payés en France ou autres, pour être sûr que vous n'êtes pas doublement imposé. Donc, le critère et l'obligation est toujours de déclarer dans le pays où vous êtes résident fiscaux, bien sûr, sauf si, imaginons, vous déménagez au Portugal, mais vous maintenez des revenus locatifs en France. Les revenus locatifs sont toujours imposés dans le pays où les biens existent, donc ça, vous devrez reporter et le payer en France. Par contre, au Portugal, on ne pourra pas vous imposer doublement. Donc, vous reportez ces revenus et déclarez également l'impôt réglé localement. Pour les dividendes, donc des dividendes perçus au Portugal par des sociétés portugaises, l'impôt est une flat tax de 28%. Par contre, j'ai ici un petit point qui est très important à savoir, c'est que si vous déclarez la réception de dividendes lors de votre déclaration de revenus annuel au Portugal, seulement 50% des dividendes touchés vont être considérés pour l'IRS. Donc, ça veut dire que 28%, c'est le pire scénario, parce qu'en réalité, ils peuvent se transformer en 14 si vous les déclarez dans votre revenu, dans votre déclaration de revenus annuel. Les dividendes perçus de l'étranger au niveau du RNH et FICI sont à 0 localement. Pour les retraites, les RNH étaient à 10%, maintenant de 14 à 48. Et pour les loyers, pareil, donc si c'est des loyers portugais, on parle de 25 à 28%, en dépendant de si vous louez une résidence ou par exemple des bureaux. Et les loyers qui viennent de l'étranger, ils sont imposés localement, donc ici au Portugal, ils ne le seront pas. Ça, c'est donc le fonctionnement de l'ancien régime et du nouveau. Et pour les personnes qui sont au régime normal, c'est simple, la règle qui s'applique, c'est toujours la même. Tout type de revenus sont déclarés sur votre déclaration de revenus annuelle et seront taxés de 14 à 48 en dépendant de votre foyer, de la typologie de revenus, du montant total perçu. Et sauf pour les loyers. Les loyers, effectivement, c'est des taux fixes. Et comme je vous disais tout à l'heure, si vous payez de l'étranger, il y aura un crédit d'impôt toujours à travers des conventions qui existent. Donc, vous déclarez ça au Portugal et vous payerez 28% sur vos loyers, moins le crédit d'impôt. Et comme tendanciellement, pas partout, mais dans la plupart des pays de l'Europe, les impôts continuent à être un petit peu plus élevés qu'au Portugal, vous vous retrouvez à ne rien payer ici puisque votre crédit d'impôt, très facilement, il est égal ou supérieur au 28. Donc, les autres régimes et avantages fiscaux dans lesquels je vous parlais brièvement tout à l'heure, c'est par exemple le programme Regressar pour les anciens résidents portugais, donc les personnes qui ont déjà habité au Portugal et qui sont parties à l'étranger pour des raisons professionnelles ponctuellement ou souhaitent revenir. Ils ont également la possibilité de profiter de ce programme. Donc, le programme, si vous n'avez pas été résident fiscal pendant les 5 dernières années et touché des revenus qui vont jusqu'à 250 000 € par an, pendant les 5 années consécutives du déménagement au Portugal, vous pouvez avoir une exonération de 50% de vos revenus. Donc, ça veut dire que vous déclarez la totalité, mais 50% des revenus ne seront pas considérés pour le calcul de l'impôt à payer. C'est un avantage plutôt intéressant, mais surtout si vous n'êtes pas éligible à un des autres régimes. Donc, on va dire quelqu'un qui ne travaille pas spécialement dans les domaines d'activité qu'on a vus précédemment et qui souhaite profiter de cet avantage, c'est possible. Donc, n'hésitez pas à regarder et à nous solliciter pour voir comment est-ce qu'on fait pour le demander. Au-delà de ça, donc pour les personnes autant qui habitent déjà au Portugal comme qui déménagent, qui ne sont pas éligibles aux régimes antérieurs puisqu'ils ne sont pas cumulables. Donc, on parle toujours d'une logique il faut analyser, voir quel est votre scénario et quel est le régime le plus adapté pour pas vous retrouver dans une situation où, par exemple, vous êtes inscrit au RNH, mais vous ne travaillez pas dans ces secteurs d'activité-là, donc vous n'avez pas profité du régime. Dans ce cas-là, autant regarder est-ce qu'il y a un autre régime plus adapté. Et donc, par exemple, l'IRS jeune, c'est une mesure qui existe il y a quelques années déjà, mais qui a été modifiée depuis le 1er janvier par le gouvernement portugais. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'objectif, c'est de retenir les talents, parce qu'il y a énormément de jeunes qui partent à l'étranger pour travailler. Donc, pour que le Portugal soit plus compétitif, la charge fiscale pour les jeunes est réduite. Donc, ça veut dire quoi? Toutes les personnes qui ont moins de 35 ans, qui sont dans les 10 premières années de cotisation au Portugal, même si vous avez déjà travaillé en France, si vous arrivez au Portugal et c'est la première année où vous déclarez vos revenus, vous êtes éligible à partir du moment où vous avez moins de 35 ans. Vous ne pouvez pas être dans le foyer fiscal des parents, bien sûr, puisque l'idée, c'est que la personne soit indépendante, autonome, cotise et déclare ses revenus. Et donc, il y a des avantages en termes d'imposition jusqu'à des revenus de 28 737,50 € par an. Donc,
au-delà de ces revenus, la personne peut être quand même éligible. Par contre, c'est que jusqu'à ce montant que les exonérations seront considérées. Au-delà des 28 000, la personne payera les impôts au taux progressif applicables au Portugal sans pouvoir utiliser l'IRS jeune, puisqu'on parle de début de carrière. Normalement, les salaires sont moins élevés. Et donc, l'objectif, c'est de réduire la charge fiscale en début de carrière contributive. Donc, pour vous donner une idée, les échelons sont ici. Sur une première année de cotisation, la personne, si elle touche moins de ses 28 000 € l'année, elle ne paiera pas du tout d'impôt sur le revenu sur la première année, zéro. Exonération totale de l'impôt. De la deuxième à la quatrième année, 75% des revenus seront exonérés. Donc, imaginons sur 10 000 €, seulement 2 500 seront considérés pour l'IRS. De la cinquième à la septième année, 50% des revenus seront exonérés. De la huitième à la dixième, 25. Et donc, en réalité, les personnes paieront les impôts au taux applicable actuellement à partir de la 11e année ou bien sûr des 35 ans si elle a les 35 ans avant. Puisque si le critère, c'est vraiment avoir moins de 35. Donc, quelqu'un qui a jusqu'à 25 pourra profiter pendant les 10 ans. Quelqu'un qui a déjà plus des 25, quand il atteint les 35 ans, il passe sur le régime global et général des taux progressifs. Donc voilà, en termes d'avantages et de particularités, c'est les trois scénarios qui existent actuellement pour les expatriés, pour les personnes qui viennent s'installer au Portugal. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions relativement à ces statuts-là, à ces régimes ou des particularités à voir. Et puis après, je passerai la parole à Olivier. Est-ce qu'il y a des questions pour Virginia au sujet de cette première partie de la présentation? Non, rien pour l'instant. Non, pour l'instant, il n'y a rien. De toute façon, si jamais il y a des questions, elles peuvent arriver par la messagerie. Olivier, alors je propose qu'on enchaîne avec ta présentation. Ouais. Je mes contacts, mais après Rachel vous les partagera également. Donc, si besoin, Bien sûr. n'hésitez pas. Et Olivier, j'arrête mon partage d'écran. Je te laisse prendre le relais. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, je suis conseiller en gestion de patrimoine basé à Paris. Mon cœur de métier, c'est vous aider à organiser votre patrimoine et plus particulièrement dans vos choix de placement, dans vos choix d'investissement. Et j'ai pas mal de clients depuis plusieurs années qui se sont expatriés au Portugal ou qui projettent de s'expatrier au Portugal. Et donc, je peux intervenir en amont de ça pour vous aider dans les points de vigilance à avoir, dans l'organisation de votre patrimoine en amont d'une expatriation en partenariat avec des avocats fiscalistes si nécessaire. Je vais vous partager mon écran. Euh, Hop, Rachel, est-ce qu'on voit mon écran? Oui, on le voit très bien. Super. Donc, pour commencer, je voudrais parler de quelques points de vigilance à avoir dans le cas d'une expatriation au Portugal. Donc, on a parlé d'un régime de faveur qui est effectivement particulièrement intéressant. Il faut quand même faire attention que pour en bénéficier, il faut vraiment être résident fiscal portugais. Du point de vue de la France, si vous êtes résident fiscal français et que vous vous expatriez, la France va toujours chercher à argumenter pour dire que non, vous n'êtes pas vraiment au Portugal, vous êtes resté en France et va toujours chercher à vous taxer. Donc, pour être sûr que la France vous considère résident fiscal portugais, euh, on va regarder différents critères qui sont dans la convention fiscale qui lie la France et le Portugal. Et c'est des critères qui sont successifs. Donc, d'abord, on va regarder où est votre foyer d'habitation permanent. Si vous n'avez plus de résidence principale en France, si vous n'avez plus de pied-à-terre en France, que vous êtes vraiment 100% au Portugal, bah, il n'y a pas de question, vous allez être considéré comme résident fiscal portugais et donc il y a aucun sujet. Mais si vous gardez un pied-à-terre en France, l'administration fiscale française pourrait considérer que vous avez un foyer et au Portugal et en France. Et donc on passerait au deuxième critère pour voir de quel pays vous êtes résident, qui est le centre des intérêts vitaux. Et là, on va regarder plus dans le détail où sont scolarisés vos enfants, où sont vos activités sportives le week-end, etc. Donc, un moyen d'être certain, sans complication, surtout si on fait beaucoup d'allers-retours entre la France et le Portugal, d'être vraiment considéré comme résident fiscal portugais et qu'il n'y ait pas de débat, c'est de ne pas garder de pied-à-terre en France, comme ça règle le problème. Autre point de vigilance sur lequel je souhaite attirer votre attention, le Portugal, c'est un pays très favorable sur les droits de succession, puisqu'il n'y en a pas ou très très peu. En revanche, c'est pas parce qu'on s'expatrie au Portugal que vos enfants et vos héritiers vont être exonérés de droits de succession
en France. Si vous êtes résident fiscal portugais, mais que vos enfants sont en France au moment de votre décès, la France taxera tout votre patrimoine, qu'il soit en France, au Portugal ou ailleurs, même si vous êtes résident portugais. Si vous êtes résident fiscal portugais, vos enfants sont hors de France dans un autre pays, mais que vous avez gardé du patrimoine en France, que ce soit des biens immobiliers, que ce soit des comptes bancaires, que ce soit des assurances-vie basées en France, la France taxera au droit de succession le patrimoine qui est situé sur son sol. Donc le fait de partir dans un pays où il n'y a pas de droit de succession n'exonère pas de mener la réflexion de comment optimiser ça, et plus on s'y prend tôt, plus on peut l'optimiser vis-à-vis des droits de succession en France qui sont très élevés, et il y a un certain nombre de leviers qu'on peut actionner en anticipant ça. Le dernier point de vigilance à avoir quand on s'expatrie, qui est plutôt sur les aspects civils, c'est en France, eh bien, on est marié souvent sous un régime matrimonial. Si on n'a pas de contrat, c'est le régime légal français qui s'applique. Si on a un contrat de mariage, bah, c'est défini. Euh, c'est de définir avec un notaire euh, quel droit vous souhaitez voir appliqué en cas de succession. Donc là, je parle plutôt pas de l'imposition, mais des aspects réserves héréditaires, des aspects avantages entre époux que vous avez pu mettre en place en France ou ce genre de choses. Il faut s'assurer que si vous arrive quelque chose au Portugal, que ce soit un décès ou un divorce, ce soit bien les dispositions que vous avez prises en amont qui s'appliquent et pas les dispositions du Portugal, même si la loi portugaise est assez similaire à la loi française sur ces aspects régime matrimonial, réserve héréditaire. Donc, il est fortement conseillé de voir un notaire, de définir le régime matrimonial que vous souhaitez voir applicable en cas de divorce ou de décès, et de définir la loi de succession que vous souhaitez voir applicable en cas de décès. Donc, si c'est la loi du Portugal, si vous habitez au Portugal, ou si vous souhaitez que ce soit la loi française qui s'applique. Ça, c'est à définir en amont. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette présentation, mais il y a un point important pour les chefs d'entreprise, pour les personnes qui détiennent des sociétés ou qui sont majoritaires dans des sociétés, c'est l'exit tax. Avant de partir au Portugal, bah, il y a un certain nombre il n'y a pas forcément d'impôts sur les plus-values à payer au moment où vous partez. Néanmoins, il y a un certain nombre de formalités administratives qu'il faut anticiper quelques mois avant, accompagné par un avocat fiscaliste, pour tous les chefs d'entreprise ou pour tous ceux qui sont majoritaires dans des sociétés. Voilà. Donc ensuite, moi, mon sujet principal, c'est l'organisation d'un patrimoine quand on s'expatrie. Donc finalement, il y a deux questions qui vont se poser. La première question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces biens immobiliers? Est-ce qu'on les conserve? Est-ce qu'on les vend? Est-ce qu'on garde un pied à terre? Est-ce qu'on les met en location? Donc là, il y a différents niveaux de réflexion par rapport à ça. D'abord, il y a des exonérations dont on peut bénéficier qu'il faut avoir en tête. En France, quand on vend sa résidence principale, on est exonéré de l'impôt sur la plus-value. Donc ça, c'est quand même un point important. Si vous partez au Portugal et que vous souhaitez vendre votre ancienne résidence principale, il faut le faire avant le 31 décembre de l'année d'expatriation. Si vous le faites avant le 31 décembre, que vous avez entre-temps pas mis votre appartement en location, etc., bah, vous allez continuer de bénéficier de l'exonération d'impôt sur cette plus-value. Si jamais vous le faites plus tard ou si avant de le vendre, vous l'avez mis en location, bah, vous serez imposé sur la plus-value de votre ancienne résidence principale. Deuxième point dont on peut bénéficier quand on est non-résident, euh, on bénéficie d'un abattement très fort sur l'assiette taxable de la plus-value de la vente d'un premier bien immobilier au-delà de la résidence principale. Donc on peut, si on a plusieurs biens, on peut en vendre deux avec une fiscalité favorable. Et ça, c'est quelque chose dont on ne bénéficie pas en tant que résident fiscal français. Enfin, ce à quoi il faut penser, c'est que la conservation de biens en France, ben, le coût augmente parce que la taxe foncière va être majorée de 40%, parce qu'on continue d'être imposé à l'impôt sur la fortune immobilière en France sur ces biens immobiliers. Donc voilà, donc ça, c'est des éléments à avoir en tête. Après, donc, comme je le disais au début de ma présentation, simplement par rapport à la convention fiscale, il est conseillé de ne pas garder de pied-à-terre en France. Dans l'absolu, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les biens immobiliers, l'investissement immobilier, c'est super pour se développer un patrimoine quand on peut avoir recours au crédit. Une fois que le crédit est payé, qu'on arrive dans une tranche de vie un peu plus avancée, bah, on se rend compte que l'immobilier qu'on détient n'est pas forcément rentable
parce qu'il a beaucoup augmenté en valeur. Et donc, si on prend le loyer qu'on perçoit par rapport à la valeur du bien, la rentabilité intrinsèque du bien, elle est plus forcément très élevée. On est fortement taxé en France sur l'immobilier, que ce soit sur les revenus fonciers, que ce soit l'impôt sur la fortune immobilière, l'augmentation des taxes. Donc, on peut vraiment se poser la question d'arbitrer ça pour des choses plus liquides qui nous permettent d'utiliser l'argent comme on le souhaite et qui nous permettent d'avoir des revenus un peu complémentaires. Sur le sujet de l'épargne financière, quand on s'expatrie au Portugal, on peut garder tout ce qu'on a en France, à l'exception des livrets réglementés, donc livret A, LDD, livret d'épargne populaire. On peut garder ses PEA, même si ça perd son efficacité, parce que les plus-values sur les titres que vous réalisez seront imposées au Portugal. Donc vous perdez l'exonération de l'impôt sur les plus-values en France. Et puis vous pouvez conserver vos contrats d'assurance vie. Mais de manière générale, ce qu'on va conseiller pour une personne qui s'expatrie, que ce soit au Portugal ou ailleurs, ça va être de privilégier comme enveloppe de placement le contrat d'assurance vie de droit luxembourgeois. Pourquoi? Euh, Parce que ça a un certain nombre d'avantages fiscaux que je vais détailler après, et aussi d'un point de vue de la sécurité de détention de son épargne et de la déconnexion de votre patrimoine de la France. Donc l'idée, c'est que sur des contrats d'assurance vie français, euh, il y a deux problèmes. Un, en cas de faillite d'un assureur, vous êtes très peu protégé. Vous risquez de perdre votre argent parce que votre argent est logé dans les comptes de l'assureur. Deux, votre argent peut être bloqué par des lois type Sapin 2 qui pourraient être activées pour empêcher de retirer l'argent pendant quelques mois. Et trois, votre patrimoine est toujours situé en France, donc par rapport aux aspects successoraux qu'on évoquait au début, ça peut poser problème. Le fait de mettre son argent dans un contrat au Luxembourg permet de bénéficier d'un régime de sécurité beaucoup plus favorable en cas de crise systémique ou de faillite d'un assureur. Ça permet d'avoir son argent hors de France. Ça permet tout de même de bénéficier des avantages successoraux de l'assurance vie si on a des héritiers qui restent en France. Et ça permet surtout d'avoir une gestion du contrat, une gestion de son argent beaucoup plus flexible, puisque sur des contrats français, on est contraint de choisir des supports d'investissement dans une liste de choix qui est imposée par l'assureur. Sur des contrats luxembourgeois, on peut faire ce qu'on veut. On peut investir en titre vif, on peut investir dans des fonds d'investissement de tout pays, on peut investir en private equity, on peut tout faire sans limite. Donc ça a des avantages en termes de déconnexion de son patrimoine avec la France, en termes de sécurité de ses avoirs, en termes de flexibilité de gestion, et on maintient quand même les avantages en termes de transmission si on a des bénéficiaires qui restent en France. Au Portugal, pour moi, c'est une enveloppe qui est aussi particulièrement adaptée parce qu'il y a une fiscalité qui est assez favorable et qui ne dépend pas du fait de savoir si vous êtes RNH ou pas RNH, parce que votre régime RNH, au bout d'une dizaine d'années, il va s'arrêter. Il y a des gens qui peuvent vouloir venir au Portugal et ne pas bénéficier de ces régimes. Donc ça, c'est un régime de base qui ne dépend pas de la case dans laquelle vous arrivez. Au Portugal, quand on ouvre un contrat d'assurance vie, la fiscalité sur les... Déjà, dans un contrat d'assurance vie, il n'y a aucune fiscalité sur les gains tant qu'on ne fait pas de retrait. Donc, Donc il y a un effet capitalisation, votre capital augmente sans frottement fiscal. Quand on fait un retrait, l'imposition sur les gains est dégressive avec le temps. Et après 8 ans de vie du contrat, cette imposition, elle est vraiment très faible. Elle est de 11,2% seulement sur les plus-values, sur les gains que vous retirez. Donc c'est nettement inférieur aux 28% classiques de l'impôt sur les gains. Donc, pour vous donner un exemple, pour quelqu'un qui place 500 000 euros aujourd'hui dans un contrat, si ça fructifie pendant 8 ans à un taux de rendement de 6% par an, dans 8 ans, vous avez quasiment 800 000 euros sur votre contrat. Si vous avez donc au bout du temps 800 000 euros et puis vous avez besoin d'un revenu complémentaire, vous décidez de retirer 10 000 euros sur ce contrat. Sur ces 10 000 euros que vous retirez, on va considérer qu'il y a 3 700 euros de plus-value taxée à 11,2%. Donc ça fait un impôt de 414 euros à payer pour 10 000 euros de revenus complémentaires retirés. Donc ça fait un frottement fiscal de l'ordre de 4% finalement sur votre retraite trésorerie, qui est vraiment très faible. Donc ça, ce n'est vrai qu'après 8 ans, donc il faut anticiper ouvrir le contrat à 7 ans, assez tôt, mais ça ne dépend pas du fait que vous soyez RNH ou pas RNH.
Donc au Portugal spécifiquement, ça a un intérêt, mais de manière générale, quand on s'expatrie, l'autre avantage du contrat luxembourgeois, c'est qu'il y a une transparence fiscale. Donc il n'y a pas de fiscalité propre. La fiscalité qui va s'appliquer, c'est celle de votre pays de résidence. Donc aujourd'hui, si vous êtes en France, le fait d'avoir un contrat luxembourgeois, ça ne change rien par rapport d'un point de vue fiscal, par rapport au fait d'avoir un contrat français. Demain, vous allez au Portugal, c'est la fiscalité du Portugal qui s'applique. Si après, vous décidez de changer de pays, de partir en Italie ou aux États-Unis, bah, automatiquement, ce sera la fiscalité de votre pays de résidence qui va s'appliquer, tout en préservant les avantages en matière de transmission si vous avez des bénéficiaires en France, qui pour rappel sont exonération de droits jusqu'à 152 000 euros, imposition à 20% seulement jusqu'à 750 000 euros et imposition à 30% seulement sans limite de montant. Voilà, le dernier point que je souhaite aborder, c'est le sujet du financement. Si jamais vous souhaitez, depuis la France, acheter un bien au Portugal, ou vous savez que vous allez partir au Portugal dans quelques mois, vous souhaitez acheter votre future résidence principale, sachez que quand vous êtes encore résident fiscal français, il y a des solutions pour avoir des emprunts depuis la France auprès de banques portugaises à des conditions qui sont similaires à ce que vous connaissez sur les emprunts français. On peut emprunter jusqu'à 25 ans à taux fixe et sans apport conséquent. Donc ça peut être intéressant, sachant qu'au Portugal, les conditions d'emprunt sont quand même souvent à taux variable et nécessitent un apport un peu plus fort. Si on souhaite depuis la France faire des investissements locatifs au Portugal, il y a aussi des solutions qui peuvent s'étudier si vous avez déjà un patrimoine immobilier par ailleurs d'une part, ou si vous avez un patrimoine financier sur lequel on peut faire du crédit lombard.